Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler cette semaine de Greta, on va parler de logement, on va parler de vélo électrique, entre autres. Et pour parler de tout ça, nos experts sont Hamza Belakbir, rédacteur en chef de revuepolitique.be, jamais fatigué par ses militances. Bonjour. Nous avons Salma Awash, créatrice du Lab, jamais tendancieuse, mais toujours au fait des tendances. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Vrebos, auteur et présentateur RTL, jamais au bout de ses surprises en ce qui concerne l'âme humaine. Bonjour. Alors Greta, superstar. On peut dire cette semaine, c'était la semaine de Greta. La Suédoise était en visite à Bruxelles jeudi. Il s'agit de Greta Thunberg. Elle était au Parlement européen, à la manif des jeunes. Elle a tenu une conférence de presse. Le programme était chargé. David Courrier et Charles Van Den Bosch étaient là. Ça ressemble à un concert de rock avec la même énergie et dans les slogans, une volonté inébranlable de semaine en semaine. Nous allons basculer l'aveuglement. Et pour la 7e édition, les jeunes ont répondu présent. Une sorte de grande classe verte avec toujours la même détermination. C'est important qu'on lutte pour un mieux climat et pour un mieux système qui donne une place pour le climat et pas pour le profit. Difficile de se faire entendre, alors aujourd'hui les jeunes peuvent compter avec elle. Greta Thunberg, littéralement assaillie par des dizaines de caméras. La jeune militante suédoise pour le climat, à l'origine de ce mouvement, a sillonné les rues de Bruxelles, aux côtés d'Hanouna, d'Adélaïde et d'autres délégations européennes, mais aussi de beaucoup de policiers. Un véritable cordon qui nous empêchera d'approcher celle qui est devenue pour les jeunes manifestants un modèle et un symbole de résistance. Le long du parcours, quelques adultes, pas beaucoup, sont venus supporter les jeunes, dont cette poignée de parents. Ils nous montrent l'exemple, on est fiers d'eux, c'est vraiment génial ce qu'ils font et on voudrait qu'il y ait plus de parents qui soient aussi solidaires et des gens, toutes les personnes qui sont conscients de l'avenir de la planète qui se jouent en jeu en ce moment. Ils nous épatent vraiment et bon voilà, c'est une belle conscience, c'est une belle mobilisation. À soutenir, à soutenir. Le cortège s'est acheminé bon train vers l'esplanade de la gare du Midi, où un podium était dressé pour accueillir la star du jour, sous des torrents d'applaudissements. Jamais, tu n'es jamais trop petit pour faire la différence. Ne doute jamais, nous ne changeons pas seulement le monde, nous sauvons le monde. Alors, Hamza Belakbir, cette Greta, elle donne quand même envie, je ne sais pas, de manifester avec elle, ou, dans votre cas, vous qui êtes le plus jeune de ce plateau. Oui, c'est ça, la carte jeune encore, oui. Une fois même. J'ai été, moi, à la marche avec Greta, en tout cas avec tous les jeunes Belges qui manifestent depuis quand même quelques semaines maintenant. En effet, il y avait une bonne dynamique comme à chaque fois. Il y avait un petit plus cette fois-ci parce que la star entre guillemets, du mouvement dit européen des jeunes pour le climat était là. Maintenant, moi ce qui m'intéressait encore c'est ce qu'elle a dit au Parlement, à la Commission européenne je pense. Au Parlement et au commissaire. Et au commissaire. En effet, c'est un discours clair, politiquement engagé, qui n'est pas dans la concession, qui n'est pas dans le compromis et qui est je pense à l'image de l'urgence écologique du moment. Et vous, Salma Awash? Moi, je suis perplexe et en même temps très agréablement surprise. Je me rends compte, du coup, c'est une jeune fille. Avant, c'était les stars de rock, les stars de cinéma, etc. Mais donc, du coup, on peut devenir une égérie pour le climat. C'est très, très positif pour les enfants. Bon, mes enfants demandent à manifester, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Je les ai laissés une ou deux fois y aller. Ils sont en primaire. Ils sont en primaire et donc l'aîné demande à aller manifester. Donc, on les a laissés une fois y aller, on les a accompagnés. Ils étaient hyper fiers de montrer leur engagement. Mais ils ont l'impression qu'on ne comprend pas de ce qu'ils nous disent, qu'on ne comprend pas vraiment l'urgence. Et grosso modo, c'est un peu nous qui avons qui avons fait des misères qu'eux doivent récupérer. Et donc pour eux, l'urgence, elle n'est pas dans la technologie, comme nous on parle tout le temps d'intelligence artificielle, ou dans le chômage, mais dans le climat. Pour eux, le climat est la clé de tout. Et il y a ce sentiment de vous n'avez pas compris, en fait, vous ne parlez pas de la même chose que nous. Malgré ces manifestations. Vous, Pascal Vrebos, est-ce que vous avez compris ces jeunes? Eh bien, d'abord, moi je suis très ému par ce mouvement, des Greta, Hanouna, Adélaïde, tous ces jeunes qui s'élancent dans un mouvement, parfois peut-être avec des caricatures, mais peu importe, et qui sont en train de
de nous transmettre quelque chose à nous, les vieux, à bousculer nos habitudes de pensée, à nous faire réfléchir. Bon, c'est vrai que cette Greta, elle parle de manière exemplaire face aux politiques. C'était extraordinaire. On aurait cru un film, tellement c'était juste. Et donc, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'ils ont parlé de grève mondiale. Oui, le 15 mars. Oui. Et là, eh bien, pour moi, il y a un côté prophétique, visionnaire à l'heure de la mondialisation. D'ailleurs, les scientifiques ont signé une carte blanche en reprenant leur idée. C'est merveilleux, de vieux scientifiques qui reprennent l'idée de jeunes. C'est visionnaire. Et je pense que passer comme ça d'un siècle à l'autre ne peut se faire que par la mondialisation, même si elle est utopique. Même si on ne voit pas très bien comment ça va se passer avec le manteau d'Arlequin des cultures et surtout des intérêts. Et alors, moi, ce que j'espère maintenant, finalement, à travers ce mouvement, c'est qu'il y ait eu d'autres Greta qui s'élancent et qui manifestent contre quelque chose qui est un cancer mondial et qui est sans doute lié au climat aussi, c'est la finance folle. Faire en sorte que cette finance folle ne mène plus le monde par le bout du nez. Là encore, on fera un petit progrès. Mais ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, ce sont nos enfants, nos ados, qui nous font bouger. Moi aussi, j'ai bougé. J'ai une fille aussi qui est, je dirais pas une grande militante, mais qui me dit des choses qui me frappent. D'autant plus que nous, notre génération, on a tout eu. On n'a pas eu de guerre. On a eu l'ascenseur social. On a eu la liberté de parole. On a pu voyager, etc., etc. Et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils n'auront sans doute pas ça. Et donc, c'est aussi ce message qu'on nous dit. Et moi, franchement, ça m'émeut. Voilà. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités politiques. Et nous recevons ce vendredi pour les experts Alain Marron, qui est chef de groupe au Parlement bruxellois et tête de liste écolo à la région. Et à ses côtés, Françoise Kepens, d'autres tête de liste MR à la région, qui est Eschwina Molenbeek et députée fédérale par ailleurs. Alors vous avez vu, Françoise Kepens, cette affiche ta chambre 0 sur 10, ton engagement 10 sur 10. Est-ce que vous vous êtes senti visé par ta chambre 0 sur 10 ou bien vous n'avez vu que juste l'aspect de l'engagement de ces jeunes, plus sérieusement? Évidemment que cet engagement est tout à fait positif et il suscite beaucoup de sympathie et il pose des bonnes questions. Et maintenant, c'est aux acteurs politiques, mais aussi sociaux et économiques, à prendre la main pour venir avec des propositions concrètes sur... Alors, deux questions très concrètes. À la Chambre, il y a une loi climat qui a été déposée, enfin, plusieurs textes, mais enfin, est-ce que vous allez la voter? Est-ce que vous allez voter la loi climat avant les élections? Nous souhaitons voter la loi climat avant les élections. Elle fait l'objet de nombreuses discussions. Tous les partis y participent. C'est plutôt du côté flamand qu'il y a des réticences. Et alors, deuxième question, est-ce qu'il faut faire la grève le 15 mars? Parce que la question est posée aux syndicats. Les syndicats ne sont pas toujours très très pour. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Par principe, je dirais que moi... Vous êtes contre la grève? Pas contre la grève, parce que je pense qu'il est important que les gens puissent manifester, mais la grève n'est pas nécessairement le meilleur moyen de se faire entendre. Et donc, justement, des manifestations comme celles qu'on a connues de la part de ces jeunes ces derniers temps, ces dernières semaines, me semblent tout à fait positives pour faire avancer des propositions. Alors, les mêmes questions pour vous, Alain Marron. Peut-être d'abord sur la grève du 15 mars. Est-ce que Écolo va dire qu'il faut faire cette grève du 15 mars? Quand les politiques appellent à faire la grève, en général, c'est qu'on est dans un régime un petit peu bizarre. En général, on fait la grève pour faire les contre-pouvoirs. Donc vous n'appelez pas à la grève? Je ne pense pas qu'Écolo appelle en général à la grève. On soutient un certain nombre de mouvements sociaux. On est aussi dans les manifestations, celle-là et dans d'autres. Et s'il y a une grève, on soutiendra sur le terrain la grève. Nous n'allons pas, en tant que parti politique, appeler à la grève. Par contre, ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est de se dire, OK, des jeunes se mobilisent, un certain nombre de chercheurs aussi, du monde académique, vous venez de le rappeler. C'est bien de voir si le corps social, plus globalement, on peut aussi se mobiliser en faveur du climat, y compris les acteurs plus institués, comme les syndicats et même les patrons. C'est un enjeu fondamental, derrière l'appel à la grève. Et sur le vote de la loi climat, là, vous êtes sur la même longueur d'onde, il faut la voter vite?
Oui, forcément. C'est votre texte au départ. Oui, texte donc au départ, ça a été déposé par Écolo Groen. Donc, au moins du côté néerlandophone, il y a quand même Groen qui est d'accord. Et c'est une force de travailler ensemble. Maintenant, il faut évidemment que le texte qui soit voté ne soit pas un texte dénaturé, c'est-à-dire qu'il engendre de réels effets concrets. C'est pas juste un texte parce qu'il y a des manifestations. Ce n'est pas qu'un texte symbolique. Ça peut aussi être un texte symbolique, mais pour nous, il doit avoir de l'ambition avec des résultats concrets. Salma Ouache. Quand vous parlez du monde socio-économique, pour les entreprises, c'est pas toujours évident déjà de comprendre. On sort quand même de plusieurs décennies de modèles friedmanien complètement désuet. Oui, et obsessionnellement friedmanien, c'est-à-dire qu'il faut créer de la valeur en tuant l'écologie. Donc on fait une antinomie entre économie et économie et écologie. Je vais y arriver pendant de nombreuses années. Puis maintenant, eux essaient de se repositionner en disant peut-être qu'on peut créer de la valeur en respectant l'écologie et en tenant compte dans notre promesse, puisque on voit que même au niveau mondial, il y a des indices boursiers qui regardent si une entreprise est dans la durabilité, oui ou non. Mais c'est pas facile pour les PME tout d'un coup d'ajuster leur modèle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Parce qu'il faut qu'ils continuent à créer de la valeur. Oui. Alain Marron, d'abord là-dessus. Alors forcément, rien n'est facile. Je veux dire, un changement de modèle aussi radical que celui face auquel nous sommes, parce qu'on est quand même dans une nécessité d'une modification assez radicale du modèle si on veut rencontrer les enjeux environnementaux. Elle nécessite que ça se fasse en tenant compte des enjeux environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. C'est ça l'écologie. Depuis toujours, l'écologie politique, c'est l'environnement, et c'est ce que nous avons apporté, l'économique, le social, et l'équilibre entre les trois, et en plus, la perspective de long terme. Des recettes miracles, il n'y en a pas, mais il y en a longtemps qui sont sur la table. Si on dit il faut un plan d'isolation massif des bâtiments, par exemple, c'est évidemment une opportunité économique. Et donc, évidemment, beaucoup de gens travaillent déjà maintenant pour se dire quels sont les pôles économiques porteurs d'emplois qui sont compatibles et qui peuvent accompagner la transition environnementale. Est-ce que vous trouvez que la décroissance est une solution ? Parce que chez Écolo, il y en a certains qui le disent. Bien sûr, il y a beaucoup de courants d'écologie politique. Ce qui est sûr, c'est que la course effrénée à la croissance nous mène dans le mur. Et donc, si c'est une décroissance non accompagnée, à la grecque par exemple, évidemment, il ne s'agit pas d'une solution. Si c'est de dire comment est-ce qu'on assure la prospérité sans croissance, c'est plutôt ça notre perspective. Et il y a suffisamment de richesses globalement sur la planète. J'essaie de bien comprendre. La prospérité sans croissance, c'est ça, hein ? La prospérité sans croissance. Durable, vous voulez dire. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas devoir courir à la croissance et à l'épuisement de ressources naturelles, et elles sont déjà largement épuisées, tout en garantissant une prospérité pour le plus grand nombre. C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens soient plus pauvres. Hein. François Seppens, par rapport à ça. C'est vrai qu'il faut nécessairement accompagner les entreprises, il faut développer de nouveaux projets, et quand on parle par exemple d'isolation, c'est un plus écologique, et c'est aussi un plus pour l'environnement. Donc les politiques peuvent aussi agir sur ce plan, notamment en proposant des primes. Moi je suis toujours plus pour l'incitation que pour la sanction. Donc des primes plutôt que des taxes. Nécessairement le politique doit venir avec des propositions pour soutenir les entreprises, pour bien informer les citoyens, parce que ce soutien à l'écologie, il faut aussi que tout le monde y ait accès. Et ce n'est pas toujours évident pour un certain nombre de citoyens que de pouvoir intégrer des comportements qui soient écologiques par rapport aux attentes. Vous dites un peu tous les deux la même chose, mais je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment d'accord. Pascal Vrébos. Oui, moi, il y a une chose qui me frappe. J'aimerais revenir à Greta et les autres qui parlent de grève mondiale. Oui. Quand j'entends parler les partis ici de ce qu'on doit faire pour sauver le climat, il faut protéger sa maison, évidemment, trier ses déchets, aller plutôt à vélo qu'en voiture, etc. On est dans, j'ai envie de dire, le tout petit, alors que ce changement de climat ne pourra se résoudre que de manière mondiale. Si les autres pays, je parle des États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Afrique, etc., s'il n'y a pas cette conscientisation, ou si les Chinois qui commencent maintenant à la croissance et le capital un peu fou, s'ils disent, attendez, vous avez bien profité, maintenant dites-nous, on doit arrêter. Donc, ce que je veux dire, c'est un problème vraiment mondial. Et là, les jeunes ont raison. La grève mondiale, oui, il faut une conscientisation mondiale. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ?
on va régler de petits problèmes, oui, peut-être en faisant en sorte qu'au lieu de 1 degré, il y ait 0,9, en triant ces déchets, etc. C'est pas assez, c'est mondial. Je suis d'accord avec Pascal sur la dimension mondiale, d'autant plus qu'une grève, c'est le moyen, qu'on le veuille ou pas, le plus drastique pour faire avancer ses intérêts. Maintenant, et celui qui porte le plus l'histoire sociale prouve que c'est celui qui porte le plus de résultats. Maintenant, en termes il y a ce qu'on appelle la règle verte, c'est que pour accompagner les entreprises, en tout cas, moi je pense qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom, trier ses déchets, voir sa consommation personnelle de l'eau, manger moins de viande, etc. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est la conscientisation des gens pour que quand ces gens-là se rendent dans des institutions, des entreprises, pour emmener des politiques entre guillemets environnementales. En soi, sur le terrain, la responsabilité individuelle des gens d'un point de vue environnemental, c'est ce qu'on appelle l'écologie libérale. Il y a des cartes blanches qui ont circulé dernièrement qui en parlent très clairement. L'écologie bleue. L'écologie bleue, voilà, exactement. Donc il faut savoir que ça n'a jamais marché, ça ne risque pas de marcher non plus. Il n'y a que la dimension mondiale du problème, parce qu'il est systémique, qu'il faut traiter. Et il faut savoir que l'écrasante majorité des pollutions et de ce qui nuit au climat, c'est les entreprises qui le produisent. Est-ce que c'est pas un peu occidentalocentriste, Alain Marron, de se dire qu'il n'y a que nous qui sommes conscients et les autres ne le sont pas? peut se dire quand même, c'est un peu bizarre ça. Mais je pense que c'est erroné. Hein. Les accords comme la COP, etc., sont des accords mondiaux. Les enjeux du millénaire, ONU, etc., c'est des accords qui sont mondiaux. Donc il faut juste constater qu'effectivement, la responsabilité de la situation n'est pas la même de tous les coins de la planète. Je veux dire, qui a pourri la planète objectivement, ce sont les pays occidentaux. Voilà. Et moins les pays qui sont pour le moment dits en voie de développement ou en phase finale de développement. Voilà. Donc c'est une réalité. Maintenant, la conscientisation, elle est planétaire. Hein. Si vous voyagez à droite à gauche, vous verrez que les actions en faveur de l'environnement, elles sont menées aussi en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Il n'y a pas que les Européens qui se bougent. Alors certes, le mantra pro-croissance est plus fort là-bas parce qu'il y a encore une forte part de la population qui est dans une grande pauvreté et qu'il y a un enjeu à l'en sortir. C'est vrai. On ne va pas dire qu'on va laisser les gens en Afrique, en Asie, en Amérique latine dans une grande pauvreté. Ça, ce n'est pas possible. Mais la conscientisation, elle est mondiale. Et moi, j'ai juste envie de dire, nous, écolos, personne ici autour de la table n'a de pouvoir sur la Chine ou les États-Unis. Par contre, on a quand même du pouvoir sur ce qui se passe en Belgique et en Europe. Et donc, on commence par là. Et nous, on agit là. Mais on agit d'un point de vue global et pas en culpabilisant les gens. Ça, je suis d'accord avec vous. Le changement de comportement individuel, c'est important. Il est important que tout le monde le fasse. Mais il faut changer plus systématiquement les choses et il faut changer le système plus radicalement. Ça, c'est clair. Alors, François, ça nous oppose aux penseurs du centre Jean-Gol du MR. Ça, c'est sûr. Fortement. François pense le fait que les figures de proue soient toutes des femmes. C'est quand même aussi assez nouveau, ça. Hein. Et on voit aussi que, même si parmi les manifestants, il y a à la fois des hommes et des femmes, là, à peu près 50%, mais par contre, les figures de proue, c'est plutôt des jeunes femmes. Mais tant mieux. Oui, parce qu'en politique, c'est pas toujours le cas. Contrairement en tête de liste. Contrairement en tête de liste. Pas ici. Pas ici, en tout cas, pour le maire. C'est une excellente exception. Non, il n'y a pas d'exception. Bien au contraire, il y a de plus en plus de femmes qui sont à la tête de liste et de plus en plus de femmes qui s'investissent dans la vie politique et pas uniquement comme gadget ou pour occuper des suppléances, et c'est fort bien. Donc les femmes s'engagent également dans les mouvements sociaux ou dans les mouvements écologiques. Je trouve ça aussi tout à fait positif. Et moi, je peux vous dire que quand j'étais dans l'enseignement secondaire, donc quand j'étais adolescente, moi aussi, je me suis engagée dans des manifestations. Là, à l'époque, c'était sur la réforme de l'enseignement, et tous les jeunes ont cette vocation. C'est toujours la même manif. Voilà. Celle-là, elle existe toujours. Hein. Oui, ça, c'est... Vous quoi les slogans? Tous bilingues. C'était un blé de croc. C'était un blé de croc. Donc voilà, et c'est fort bien, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont à l'initiative, et c'est tant mieux. Et moi, ça ne me surprend pas parce qu'on vit dans une évolution qui fait que nécessairement les femmes ont accès de plus en plus à des responsabilités qu'elles assurent, et donc c'est dans la logique même des choses pour moi. Salma Ouache, pour clôturer sur ce sujet. Alors juste par rapport à ce qui a été dit, moi je suis contre l'idée de la radicalité, du changement radical, parce que déjà ça fait peur à tout le monde et c'est exclusif. En fait, il n'y a pas de petits mouvements, il y a des petits ruisseaux qui font des grandes rivières, et c'est pas, moi je crois vraiment au changement individuel qui
vont mettre la pression en tant que consommateurs sur les entreprises qui, à chaque fois qu'elles délivreront des produits qui ne sont pas contraires à l'éthique, regardez le scandale qu'il y a eu autour de Deleuze il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont mis trop d'emballage, qui vont forcer aussi les entreprises à petit changer leur modèle. Donc si on dit qu'il faut tout changer pour commencer, on risque de ne pas aller bien loin non plus. On ne va pas commencer sur ce thème-là. On en parlera une autre fois, c'est intéressant. Je voudrais vous parler maintenant d'un scandale dans une institution bruxelloise, encore une. C'est le logement molenbeekois, là, présidé par un maire, dirigé par un PS. L'organisme de tutelle, la SLRB, donc, qui dépend de la région, a pris le taureau par les cornes cette semaine. Ils ont repris la gestion. Et le délégué social, qui représente la région au conseil d'administration, lors d'une audition en commission au Parlement bruxellois, a mis en garde pourtant contre les irrégularités en conseil d'administration. Peine perdue apparemment. Alors, c'est ce que pointait Michael Vossard, qui était l'invité de l'interview. C'était vendredi, écoutez-le. Le patron même de la CISP, de cette société de logement, c'est la commune. Et donc à un moment, c'est l'actionnaire principal. Donc à un moment, il faut réagir. Et dans un conseil d'administration, quand par exemple le délégué social dit « Si j'étais administrateur, je ne voterais pas les comptes, le compte 2017 ». Et là, les administrateurs ont tout de même voté. La SLRB, donc la région, lors de l'approbation des comptes, s'est abstenue. C'est quand même un signal important pour un administrateur de dire « Attendez, il y a un problème ici ». Alors, Françoise Reban, vous étiez bourgmestre à cette époque-là, et vous étiez même administratrice du logement molenbeekois. Alors, pourquoi avoir voté les comptes alors que finalement, il y avait des indices qu'il y avait quand même des choses un peu irrégulières qui se passaient? Alors moi, j'ai surtout assuré en ma qualité de bourgmestre. Justement, je m'étais mise de côté comme administrateur. Je n'ai pas assisté au conseil d'administration pendant toute cette législature. Et comme bourgmestre, j'ai eu des contacts avec le logement par rapport à des difficultés, mais qui concernent plus l'environnement, la propreté dans les logements et autour des logements. Donc pas les irrégularités dont on parle aujourd'hui. Alors, ces irrégularités qui sont évoquées, elles sont apparues à l'occasion d'un audit qui a été commandé par la SLRB et qui met en évidence des difficultés, notamment en termes de marché public et en termes de barème pour les travailleurs. Mais moi, et je peux vous assurer que, à mon sens, les membres du conseil d'administration n'avaient pas connaissance de ces difficultés précises. Aujourd'hui, il y a une commission au Parlement bruxellois, la commission logement, qui procède à des auditions. Il y a des responsables de la SLRB qui ont été entendus, le délégué social. Il y aura d'autres intervenants, d'autres personnes auditionnées, et je pense qu'il faut laisser la commission poursuivre son travail d'audition et ensuite d'en tirer les conclusions et de faire des recommandations. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer dans le cadre d'un dossier qui est en cours. Alors, la question de la gestion des CISP et de celle du logement molenbeekois est évidemment interpellante. Et là aussi, ce sont des institutions qui parfois sont très importants. Le logement molenbeekois gère 3300 logements et il faut faire en sorte que ces sociétés soient gérées de façon plus moderne, qu'on ne puisse pas laisser des dossiers sur le côté. Mais il y a aussi ce qui s'est passé dans le passé, et ici le reproche, c'est de dire on n'a pas été suffisamment vigilant. Est-ce que les gens qui représentaient la commune au sein du conseil d'administration, est-ce qu'ils sont venus prévenir d'autres personnes au sein du collège? Il y a une tutelle qui est la SLRB. Donc la tutelle n'a pas contrôlé. Je pense que la tutelle, la tutelle a assuré son contrôle, mais elle l'a fait de manière progressive, en invitant les responsables de la société à se mettre en ordre, à engager du personnel, à s'informatiser. Mais malheureusement, ils n'ont pas été suffisamment proactifs. Et donc, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc la SLRB, comme pouvoir de tutelle, est intervenue, aurait pu intervenir peut-être de manière plus ferme. Est-ce que la commune aurait dû intervenir? Et la commune par le biais de son conseil d'administration, a
également pris connaissance des difficultés, mais je pense que l'information n'était pas suffisamment partagée avec ces membres du conseil d'administration qui sont des citoyens qui n'ont pas nécessairement la connaissance de la gestion d'une société. Qui n'étaient peut-être pas assez qualifiés. Voilà, qui n'étaient peut-être pas assez qualifiés. Et donc je pense que c'est aussi essentiel dans le futur de donner une formation à ces membres des conseils d'administration. Peut-être qu'ils auraient dû avoir une formation de ceux du SAMU social, Alain Marron, parce que vous avez découvert je pense un qu'on ne autre peut problème. pas comparer, non. à mon sens, Oui. et attendons la fin des auditions. On parle ici d'irrégularité. On ne peut pas parler de la situation du SAMU social. On ne peut pas comparer la situation du SAMU social et celle du logement molenbeekois. Oui, mais on parle toujours de problèmes de contrôle déficient. Alain Marron, vous avez assisté aux commissions. L'audit, il est ravageur, en fait. Il est complètement ravageur. Donc, il n'y a pas d'enrichissement personnel de la part de politiques. Ça, c'est la différence avec le SAMU social. C'est une grosse différence avec le SAMU social. Sur les problèmes, les erreurs de gestion, franchement, ça tombe des mains, cet audit. C'est invraisemblable. Donc, il est quand même pointé un certain nombre de conflits d'intérêts du fait que la société attribue à des marchés, dont les sociétés en question, il y avait des membres du personnel dedans. Et donc, il y avait un conflit d'intérêts. Je veux dire, des gens s'attribuaient les marchés eux-mêmes. Je veux dire, moi, je suis ni policier, ni procureur, mais quand même, c'est très, très questionnant. Les règles de marché public n'étaient pas respectées, il n'y avait pas de politique de GRH, les charges n'étaient pas remboursées aux locataires, donc des locataires qui sont des locataires sociaux, qui ne roulent déjà pas sur l'or, qui ne reçoivent pas des décomptes de charges et des retours de charges, des choses complètement hallucinantes. Il y avait des administrateurs écolos aussi dans le CA. Un administrateur écolo, donc il y a eu clairement une déficience hallucinante de contrôle de la part du conseil d'administration et de la SLRB. Pourquoi ? On le verra. Mais ce qui semble déjà assez évident, et qui a été exprimé pas plus tard que hier en commission logement où j'étais, de la part du délégué social de la SLRB, c'est de dire, en fait, la société, qui la contrôlait, le directeur et le président. C'était le directeur et le président, la société, en fait. Et les autres administrateurs, je lui ai posé explicitement la question. Je dis, mais alors, il y avait un conseil d'administration fantoche. Il me dit, oui, enfin, on ne peut pas vraiment dire ça, mais toujours est-il que c'était le président, le directeur qui décidait de tout. Ce qui est déjà impressionnant. C'est pas sain, c'est ça. C'est totalement malsain, parce que si deux personnes dysfonctionnent, ben, en fait, il n'y a pas de contre-pouvoir interne. Par ailleurs, la SLRB elle-même est au courant d'un certain nombre de problèmes depuis des années et des années. Elle commence à intervenir en 2018. C'est son rôle de vérifier si les CISP respectent toutes les législations. Elle n'a pas exercé sa tutelle. Pendant des années, la SLRB n'a pas exercé sa tutelle et a laissé faire. Ça semble aussi assez évident. Pascal Vreboss. Écoutez, une fois de plus de l'extérieur, c'est le bordel. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez raison. Alors, les gens maintenant vont se rejeter la balle, c'est pas moi, c'est lui. Enfin, je sais pas, moi si je suis administrateur de quelque chose, je suis désolé, un administrateur, c'est pas un fantoche. Je ne comprends pas que les administrateurs, parce que tous les partis sont là, donc on peut pas dire c'est l'un, c'est l'autre, c'est tous confondu. Un administrateur, ben, il est là, il s'assied, et puis il écoute le président, et il signe. Donc ça, c'est pas sérieux, voilà. Alors moi j'espère, bon, il y a eu de surfacturation, enfin, j'ai lu des trucs invraisemblables qui sont passés, pourquoi ? C'est la bonne question. J'espère en tout cas qu'il n'y ait pas eu ce bordel dans l'attribution elle-même des logements sociaux. Non, que là, ça s'est passé convenablement, etc. Juste les marchés publics. Mais encore une fois, comment se fait-il qu'avec toutes les tutelles, les vérifications, les administrateurs, personne n'a rien vu? Alors maintenant, évidemment, on lève les yeux au ciel, c'est un peu tard. Donc les administrateurs, c'est leur boulot. Moi je dis, c'est leur boulot de vérifier. C'est eux. Vous avez entièrement raison. À leur décharge, quand même, le réviseur d'entreprise, qui est censé être indépendant, dit que tous les comptes sont OK, lui. Hein. Ah bah, lui, il n'a rien vu, quoi. Eh bien là, c'est un gros problème, il faut l'attaquer. Il y a des assurances pour les réviseurs. Il y a beaucoup de problèmes dans ce dossier, je vous l'accorde. Oui, alors tout le monde est incompétent, quoi. Alors, il y a eu, en tout cas, une somme d'incompétence. Même les réviseurs le sont. Est-ce que d'ici la fin... François Sképin, vous êtes toujours dans le collège de Molenbeek. Est-ce que d'ici la fin du mois, le collège pourrait-il donner ordre au logement molenbeekois de rembourser les trop perçus aux locataires en ce qui concerne les charges? Est-ce que ça peut faire partie des choses que vous pouvez exiger du logement molenbeekois? Ou bien c'est quelque chose de totalement indépendant? Aujourd'hui, la gestion du logement molenbeekois est reprise par la SLRB. Donc c'est à eux de se charger de ce problème-là. C'est véritablement à eux. Il y aura un nouveau conseil d'administration qui sera mis également en place. Mais non, mais qui doivent gérer. Donc la SLRB, très probablement, va désigner ce qu'on appelle un manager de crise qui va gérer le logement molenbeekois. En tout cas, c'est un peu bizarre que le directeur soit toujours en place.
Bon, il est toujours en place. Au moment où nous enregistrons l'émission, il est toujours en place. On verra s'il le sera encore au moment où l'émission sera diffusée. À 15h55, il est toujours en place. Alors, vendredi. Cette dernière question, c'était nos collègues de Transparencia qui nous le soufflaient. J'ai une question de Transparencia pour vous, Alain Marron. L'an passé, sur ce plateau, vous aviez dit qu'il fallait vraiment faire en sorte que les communes publient les dossiers publics avant les conseils communaux. Et ça se fait déjà à Boisfort, à Gansour, mais Excel, c'est toujours pas le cas. Et pourtant, c'est un bourgmestre écolo. Et il paraît que c'est la secrétaire communale qui bloque tout ça. Est-ce que vous allez essayer de mener une action pour que ça... En organe administratif, ce que je sais, c'est en tout cas au Parlement bruxellois, parce que je ne maîtrise pas encore le bourgmestre d'Ixelles. Et si vous le connaissez, vous savez que, voilà, il n'est pas facilement maîtrisable, il est parfaitement écologiste, mais personne ne lui dicte sa loi. Par ailleurs, plus sérieusement, au niveau régional, on a déposé des textes, et ils le savent très bien, chez Transparencia. Pour le moment, on bataille ferme pour qu'une ordonnance soit passée qui oblige en fait à cette parfaite transparence et à cet accès aux documents publics. C'est ce qu'on appelle la politique d'open data, d'ouverture des données publiques qu'on mène depuis très longtemps. On essaye d'avancer. Très franchement, c'est difficile et ça freine un peu partout. Il faut savoir qu'il y a un site communal, un site régional, pardon, où se figurent déjà toutes les informations. Tous les conseillers communaux y ont accès avec un login et un mot de passe. Il suffirait en fait de l'ouvrir pour que toutes les données soient publiques, sauf celles du huis clos. C'est ce qu'on essaye d'obtenir, mais c'est très compliqué. Si les communes doivent le faire toutes seules, c'est-à-dire qu'elles-mêmes doivent doublement encoder tous les documents, les mettre dans la base de données régionale. C'est plus simple que ça se fasse au niveau régional. Mais bien entendu, c'est beaucoup plus simple. Donc je comprends. Moi, je serais bourgmestre, je dirais, écoutez les gars, faites-le au niveau communal. Le système existe. Il suffit, au niveau régional, pardon, il suffit, entre guillemets, de l'ouvrir pour que ça fonctionne. Donc c'est une vraie bataille, il faudra l'obtenir au niveau régional. François Sepens, vous, sur la transparence de ce genre de documents, sur le principe, évidemment. Vous trouvez que ça doit se faire au niveau régional? Oui. Très bien. Alors, je vous propose une galerie de portraits à tous les deux. C'est notre tête d'affiche avec des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. On commence par vous, Alain Marron. Je vous propose d'abord Nancy Pelosi, la chef de file démocrate américaine qui était en visite à Bruxelles, ou Moji Bayat, l'agent de joueur qui réclame 1,5 million au Sporting d'Anderlecht, le présentateur de TV Philippe Malherbe, numéro 2 sur la liste CDH au régional, ou Claude Renard, auteur et prof de BD, décédé dimanche. Qui choisissez-vous? Nancy, Moji, Philippe ou Claude? Nancy. Alors, qu'avez-vous à dire sur Nancy Pelosi? C'est vraiment l'anti-Trump, hein, cette femme. Ben voilà, c'est une femme qui monte au créneau sur un dossier qui est difficile, parce qu'en fait, ils osent se positionner et faire un bras de fer extrêmement fort par rapport au mur et au financement du mur. Donc un projet délirant de Donald Trump vu d'ici. Il nous semble complètement délirant. Mais aux États-Unis, le sujet est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sensible, d'autant plus que Donald Trump agite les peurs en disant que ce sont les hordes de sauvages qui arrivent, il y a plein de délinquants là-dedans, il y a plein de trafiquants, etc., etc. Il faut nous protéger avec un discours très très simple. Ils doivent répondre et elle doit répondre par un discours plus complexe et plus tolérant. Moi, je trouve ça extrêmement courageux et qu'une femme comme celle-là monte au créneau et essaye d'affaiblir les velléités de Donald Trump, c'est remarquable. Alors, j'avais glissé Philippe Malherbe, mais j'aurais pu mettre aussi la patronne de l'Aro ou François de Smet. Il y a d'autres personnalités de la société civile qui sont sur les listes. Votre avis à tous les deux? D'abord, François Skepin, sur ces personnes de la société civile, ces attrape-voix, c'est une bonne idée ou pas? Ce ne sont pas nécessairement des attrape-voix. Même si c'est un repousse-voix pour vous, vous croyez? Non plus, voilà. Mais voilà, ce sont... Des personnes qui, à un certain moment, décident cet engagement politique après avoir mené, comme Philippe Malherbe, une carrière à la télévision, ou François de Smet s'être engagé comme philosophe et directeur de... Mais il y en aura sur la liste MR des gens de la société civile, des attrape-voix comme cela? À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y en aura pas. Mais on vous fera la surprise. Chez Écolo, il y en a quelques-uns quand même, alors, ces gens de la société civile. Je ne suis pas d'accord avec attrape-voix. Hein. Ah. Non. Mais non, vraiment, je veux dire, on ne prend pas d'attrape-voix. On a depuis longtemps une tradition de candidat d'ouverture et de candidat d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ouvre les listes écolo à des personnalités qui ne sont pas membres du parti. Il y a une procédure spéciale interne, ça doit être approuvé par les membres à une majorité qualifiée, etc. Et pour nous, qu'est-ce qui est important, en fait? C'est que ces personnes rejoignent notre combat politique, mais vraiment, sur le fond, et c'est pas
pas Isabelle Potier ou Henri Goldman, des gens comme ça qui sont des attrape-voix, et on en a encore quelques autres avec lesquels on est en discussion, on espère qu'ils viendront, et ils représentent des combats, mais il ne s'agit nullement d'attrape-voix, ils doivent symboliser quelque chose, et c'est pour ça qu'on leur demande de venir, et s'ils acceptent, on en est très heureux, parce qu'ils prennent aussi des risques, eux-mêmes en venant, des risques professionnels et des risques d'image. Pas M. Malherbe, il est sûr d'être élu, mais je veux dire, lui, il fait vraiment plus office d'attrape-voix, je dirais. On verra le 26 mai. Hein. Alors, François Skepman, je vous propose 4 personnalités aussi. Je commence par Karl Lagerfeld, Monsieur Chanel, disparu. La présidente Laurence Massard, qui va diriger la cour d'appel après les assises. Le philosophe Alain Finkielkraut, abreuvé d'insultes antisémites par des gilets jaunes le week-end dernier. Ou Francis Delperré, député, qui laisse tomber ses indemnités de sortie. Très sportivement. Alors, Karl, Laurence, Alain ou Francis? Mais je choisirais Alain Finkielkraut, parce que j'ai été quand même... on est tous très interpellés de ce regain d'antisémitisme qu'on connaît plus particulièrement en France, et où... alors on n'est pas obligé de partager les convictions philosophiques d'Alain Finkielkraut, ni ses prises de position politiques, mais attaquer la personne et souvent confondre aussi l'antisémitisme et l'antisionisme, je trouve que c'est une dérive très grave que connaît aujourd'hui notre société. Alors, 5 infos de la semaine, je vais vous proposer à tous les deux. Si ça vous a énervé, si ça vous a ravi, vous allez en choisir chaque fois une. D'abord, Charles Michel. Un et indivisible cette semaine. La pension allemande pour les collabos, ils sont plus nombreux mais il y en a encore. Les parents de Maouda qui sont donc accueillis à Woluwe-Saint-Lambert. Théo Franken empêché de parler à Verviers, ou les 2,7 milliards d'avantages fiscaux pour les énergies fossiles. Et je commence par vous, François Skepman. Oui. Dans cette liste-là, qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce qui vous ravit? Vous pouvez en choisir une. Juste mais je voudrais... La première... concernant Charles Michel. Oui. Donc son choix d'être à la fois président de parti et candidat, et Premier ministre. Voilà. Donc il a été taclé, si j'ose dire, par certains du fait qu'il va maintenant cumuler ces 2 fonctions pendant les mois jusqu'aux élections fédérales, enfin jusqu'aux élections du 26 mai. Moi, je pense que ça met fin à une certaine hypocrisie qu'on connaît toujours à la veille des élections, où, soi-disant, chacun garde son rôle. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral est en affaires courantes. Il y a d'ailleurs un travail parlementaire beaucoup plus important à la Chambre, parce que depuis qu'il n'y a plus de gouvernement majoritaire. Voilà, c'est parce que c'est tout à fait intéressant, parce que justement il y a beaucoup de propositions de loi et que... Donc il n'a plus beaucoup de travail en tant que Premier ministre, c'est ça que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il assume maintenant les 2 positions. Que c'est une période tout à fait intéressante en termes de travail parlementaire, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, et que justement les clivages entre majorité et opposition tels qu'on les connaît, eh bien, sont beaucoup plus aplanis. Il y a beaucoup plus d'ouverture, et on voit parfois des majorités alternatives qui se forment sur des sujets, sur des dossiers tout à fait importants. Donc ça, c'est l'aspect positif. En ce qui concerne le rôle de Charles Michel, mais justement, je pense qu'il faut... il est à 3 mois des élections, il doit défendre son bilan, et il le fera, on le sait bien, aussi en tant que chef de file des libéraux francophones. Pour vous, c'est logique. Et donc, pour moi, c'est logique, puisque nous sommes en affaires courantes et parce que nous sommes à la proximité des élections. Alors, vous, Alain Marron, une info qui vous a ravi ou énervé parmi celles-là? Moi, j'ai envie de pointer la solidarité. Ces dernières années, en fait, si on regarde un petit peu les choses qui... chez nous, en tant qu'écologistes, nous ont quand même réjouis. C'est certes la mobilisation des jeunes pour le climat maintenant, mais c'est aussi toute la mobilisation citoyenne depuis 3 ans maintenant, un peu plus. Je croyais que vous alliez parler de la solidarité avec Théo Franken qui n'a pas pu s'exprimer. Non, donc c'est plutôt les parents de Maouda qui sont relativement peu solidaires de Théo Franken, et réciproquement. Oui, parce que au-delà de la question particulière de Maouda et de toute cette affaire
terrible. Le comité P qui a rendu un rapport, etc. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas dire quand même qu'il pouvait y avoir une responsabilité policière, mais finalement, le comité P conclut qu'il y a une responsabilité policière et que des procédures n'ont pas été respectées. Je le dis en passant. C'est pas le plus important, mais ce qui est... Enfin, c'est pas le plus important, c'est aussi important, mais ce que je voulais mettre en exergue, c'est surtout cette solidarité hallucinante et incroyable par rapport aux migrants. Là encore, sur un sujet qui est difficile et pas évident, on voit qu'en fait, les citoyens, une masse de citoyens en tout cas, vont plus loin que le politique. Ils vont plus loin que les politiques d'accueil du gouvernement fédéral. Ils arrivent même à les suppléer. Et c'est un peu comme les jeunes sur le climat. Et si vous avez entendu hier, ils disent quoi? Mais nous, on veut faire le ménage à votre place, en fait. Vous nous rendez une planète pourrie. Et à un moment, on va devoir agir à votre place si vous n'agissez pas vous-même. C'est un peu le même genre de message. Ce sont des signaux d'alerte, mais en même temps qui sont positifs et accompagnés d'actions de solidarité. C'est pour ça que je voulais les mettre en exergue. Alors, notre sujet suivant, c'est l'espace public et sa privatisation, parfois, notamment concernant la mobilité. Plusieurs communes refusent les propositions de JC Decaux pour installer des vélos électriques. Reportage Aurélie Vanoël des Paulo Collet. Fin janvier, le collège d'Ixelles rendait un avis défavorable à l'installation de 28 panneaux publicitaires numériques. On a dit non pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons environnementales. Les panneaux sont hyper énergivores, ils consomment beaucoup plus qu'un panneau normal. Alors, on est en train d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique et on va mettre des panneaux qui consomment 10 fois plus. Ensuite, on a aussi des préoccupations de type patrimonial, d'essayer d'embellir la ville au maximum, et ces panneaux, on ne peut pas dire de mettre en valeur le patrimoine. Des écrans qui consomment plus d'énergie et qui encombrent l'espace public. À Forêt, c'est surtout l'argument de la sécurité routière qui a joué. Avoir des panneaux numériques qui attirent plus le regard, qui éventuellement attirent plus le regard des automobilistes, peut engendrer plus facilement des accidents. En tout cas, c'est ce que l'IBSR nous a expliqué. Le problème, c'est qu'en échange de ces nouveaux panneaux numériques, JC Decaux, la société qui gère les vélos en libre service à Bruxelles, a prévu de remplacer un tiers de sa flotte en vélos électriques. Un accord conclu avec la région, des vélos électriques partagés qui intéressent les communes, mais pas à n'importe quel prix. Donc les choses sont très claires, on adore le vélo, on est tout à fait favorable au vélo électrique, mais on ne veut pas qu'il soit financé par de la publicité qui est dangereuse pour la sécurité routière et néfaste pour l'environnement. Jusqu'ici, au moins 6 communes bruxelloises ont rendu un avis négatif pour l'installation de ces panneaux digitaux. Sous réserve de l'obtention d'un permis d'urbanisme, l'opérateur aura la possibilité de remplacer 30% de ces panneaux publicitaires traditionnels par des panneaux LED. La région et JC Decaux ne souhaitent pas faire de commentaires pour le moment. Une réunion est prévue à ce propos cette semaine. Alors, Salma Aouaj, vous avez l'air énervé par ce sujet. Ça m'énerve parce que on est en train de discuter, de dire oh c'est pas bien la publicité, tout ça, mais comment ça se fait que c'est une entreprise privée qui s'occupe de la mobilité, qui est une responsabilité publique? Je veux dire, la mobilité, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire pour moi du collectif, c'est pas l'affaire d'une entreprise privée qui, elle, pour exister, je veux dire, JC Decaux, son modèle c'est quand même de vendre de la pub, donc à un moment donné, il faut pas se poser de questions que d'entreprises qui veulent vendre de la pub veulent vendre de la pub. Donc pourquoi c'est pas les communes? Des constructeurs de vélos. C'est ça. Donc je comprends pas. C'est une aberration. Donc on est en train de parler d'un échange alors que l'idée de base déjà que ce soit une entreprise qui vende de la pub, qui doivent s'occuper de vélos et de mobilité dont on a cruellement besoin aujourd'hui, c'est déjà ça. On marche sur la tête. Pourquoi c'est pas les communes qui s'en occupent? Ou la région. Pourquoi c'est pas l'espace public? On a besoin de vélos pour se déplacer. On peut pas tous acheter un vélo électrique. Si on ne peut pas le louer de nous-mêmes avec les impôts qu'on paye, je ne comprends pas très bien alors à quoi ça sert. Alain Marron, est-ce que la région pouvait se permettre de financer elle-même les vélos? Ou bien on est obligé de passer Je suis venu en vélo et vu que j'étais un peu en retard, il est toujours dans le parking de je ne vous félicite pas. Nous dire qu'on n'a pas d'argent. Et mon propre vélo était défectueux, bref. Oui. Soit... Non, je vais juste rajouter, je vais répondre à votre question. C'est vrai que dans certaines villes, en fait, il y a des vélos en libre service avec le même système, c'est-à-dire en libre service, mais pas en free floating, c'est-à-dire on doit les rattacher à une station, qui sont sans pub, parce qu'effectivement, il y a un financement public. C'est vrai. Donc, dans un monde idéal, franchement, c'est ça qui se passe. Ouais. Oui, c'est possible. Il faut trouver le financement pour le faire et ce serait bien mieux. J'ai juste rajouté un argument par rapport à ces panneaux publicitaires. Si vous vous souvenez, il y a déjà eu un petit scandale il y a 1 an ou 2 de ça, parce qu'un certain nombre de ces panneaux sont équipés de caméras. Oui. Pourquoi sont-ils équipés de caméras? Pour faire de l'identification visuelle, reconnaître les gens. Exactement. Et sur base de la personne qui est en face, le type de personne, le nombre de personnes, son âge, son sexe, la manière dont elle est habillée, ou bien en la reconnaissant directement, ah ben c'est Monsieur Marron qui est là devant moi, qu'est-ce que Monsieur Marron vient d'essayer d'acheter sur je ne sais quel site la dernière fois, c'est ça? C'est quoi ces recherches Google, c'est ça? Et paf, on met la publicité la plus adéquate pour toucher la personne en rue. Mais ce monde-là, je vous le dis clairement, nous on n'en veut pas.
sérieusement. Or, c'est ça l'objectif des publicitaires. Et si vous interrogez Decaux et Kirchhamel, ils l'assument. En fait. C'est aussi le débat. C'est aussi le débat. Ça, c'est un débat sur le modèle. Sur Twitter et il existe déjà, c'est un modèle. Il n'est pas dans l'espace public. Il n'est pas dans l'espace public, il n'est pas en rue. Attendez, c'est un petit peu différent. Vous ne pouvez pas y échapper à la Salma rue. Ouaj, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas de vélo électrique à ce prix-là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner les vélos électriques dans Bruxelles? Non, il ne faut pas abandonner le vélo électrique, mais il faut un autre modèle de financement. Un autre modèle de financement. Voilà. Françoise Kepmans. C'est ça, on fait un procès quand même à Decaux, alors qu'il veut modifier la flotte en mettant des vélos électriques. Donc l'initiative est positive. Maintenant, est-ce que ça doit être compensé par les panneaux tels qu'ils sont présentés? Non. Évidemment qu'il faut tenir compte de l'aménagement de l'espace public, qu'il faut tenir compte de la facture énergétique. Donc à ce niveau-là, ça ne va pas. Mais la région, trouver un arrangement, depuis des décennies, en tout cas depuis fort longtemps, la région s'est toujours adressée soit aux deux grandes sociétés qui assurent que ce soit les abribus, que ce soit les vélos. Elle s'est adressée à ces sociétés pour financer ce type de... C'est une mauvaise habitude? La région devrait changer d'habitude? Je pense qu'il faut se réformer. Il faut que la région aussi doit se réformer avec de nouveaux modèles et évoluer par rapport aux priorités. Maintenant, tout le monde est d'accord, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que le vélo est un mode de déplacement important en région bruxelloise qui reçoit de plus en plus d'adeptes. Donc mettons les conditions pour que ça puisse se faire... de manière optimale et en toute sécurité sur le territoire de la région. Quelqu'un s'est rendu compte de ça. Alors, il n'y a pas de panneau publicitaire. Il n'y a pas de panneau JC Decaux ici. Rapidement, Hamza Belakbi, vous voulez ajouter un mot et puis Pascal Vrébos. Dans les autres pays, genre, je parle des Vélis par exemple à Paris, est-ce que c'est le privé qui les finance ou pas? Parce que je pense que c'est une aberration totale quand on négocie donner l'espace public à JC Decaux en nous donnant des vélos électriques alors que c'est censé être le public qui le finance. Voilà. Moi, je suis un peu inquiet. J'ai entendu deux échevins écolos dire que les panneaux étaient dangereux. S'ils sont dangereux, il faut les supprimer partout. C'est l'argument. Et alors Mais le RRU va aller dans ce sens-là. Voilà. La modification du règlement de régionalité va dans ce sens. Et parce qu'ils sont dangereux. C'est l'IBSF qui le dit. Ils sont réellement dangereux. Oui, mais alors pourquoi les avoir acceptés? Bon, enfin bref. Mais ça, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on les accepte. Et alors, si c'est tellement dangereux, et si c'est impossible, eh bien, il faut trouver une autre solution. Et je ne crois pas que les deux échevins, qui sont quand même des spécialistes des écosystèmes, n'aient pas proposé une solution. Ils ont essayé de proposer une solution, mais ils agissent en tant qu'échevins de l'urbanisme. La question qui est posée à la commune est urbanistique. C'est tout, à ce stade. La responsabilité chez le ministre Smet, c'est vrai. C'est à lui de trouver une solution. Ça excite toujours tout le monde, la mobilité. On va rester sur la mobilité. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va reparler des tunnels. Ça vous apprendra. Avec des pannes, des fermetures à répétition. François Kepmans, vous êtes à Molenbeek. Rogier, qui ferme à peu près un jour sur deux à 7h du matin, et ça bloque toute la commune. Et puis après, c'était le botanique cette semaine. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces tunnels? Ils sont tellement vieux qu'on est obligé de les fermer une fois sur deux. Alors, c'est parce qu'on a trop attendu pour la rénovation de ces tunnels. La difficulté en région bruxelloise, en ce qui concerne la mobilité, c'est qu'on réfléchit tellement longtemps qu'on ne prend pas de décision et que nécessairement la situation est chaotique. Elle est chaotique par rapport au tunnel, elle est chaotique par rapport aux déplacements en surface. Et donc, en tout cas, le mouvement réformateur a clairement dit qu'il souhaitait la prolongation du métro vers le nord de Bruxelles, étudier cette prolongation vers le sud et qu'il y ait des parkings de dissuasion pour permettre justement au public de prendre les transports publics. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est bien le grand reproche, bien le grand reproche que les libéraux font à la région bruxelloise, c'est d'avoir laissé une situation pourrir pendant des années et de manquer d'ambition, de ne pas pouvoir avancer dans des dossiers qui sont très concrets et qui touchent directement à la qualité, parce qu'on parlera beaucoup de qualité de vie des Bruxellois dans les prochains mois. Pour moi, la mobilité, c'est vraiment une fuite en avant, en tout cas absence totale de prise de responsabilité de la part des autorités régionales. Alors là, sur la région, vous êtes d'accord tous les deux pour en dire du mal. Par contre, sur le modèle, c'est pas spécialement la même chose, Alain Marron, je suppose. Le métro n'est pas nécessairement la solution. Pas nécessairement dire du mal de la région. Les tunnels, d'abord quand même dire qu'on a le nombre de kilomètres de tunnels par habitant à Bruxelles, un des plus élevés du monde. C'est vrai. Et cette charge
par rapport, faire reposer la charge de l'entretien de ces tunnels qui sont hyper longs, hyper vieux et pour certains mal construits sur les 1,2 million de Bruxellois, en fait, objectivement, c'est trop. Je veux dire, alors que la majorité des utilisateurs de ces tunnels sont aussi et surtout des nafteurs. Donc on doit faire face à un héritage du passé. C'est le fédéral qui a construit et décidé la plupart de ces tunnels. Et puis paf, la région bruxelloise doit s'en occuper et gérer le bazar. Objectivement... Dans les années 60. Hein. Les tunnels, ils viennent des années 60, 70, 80. Le dernier en 85, la région n'existait pas. La région n'existait pas, c'était forcément le fédéral. Mais c'est pas la faute de Charles Michel, hein, je précise. C'est parce que Alain Marron ne parlait pas du fédéral d'aujourd'hui, il parlait du fédéral d'hier. Du fédéral d'hier, bien entendu. Charles Piquet, région bruxelloise. Non, je parle d'avant la région bruxelloise. C'est fédéral qui a décidé. Justement, c'était l'État unitaire. Oui, c'était l'État unitaire. Et puis la région doit gérer cette affaire. Visiblement, c'est un peu compliqué, ça coûte beaucoup d'argent. Je vous rappelle que pour le tunnel Léopold II, c'est 500 millions d'euros pour rénover ce tunnel. 500 millions d'euros. On fait un partenariat public-privé qu'on va payer cher et vilain pendant 25 ans. Pendant 25 ans, les Bruxelloises et les Bruxellois vont payer la rénovation de ce tunnel. Et une fois qu'ils seront rénovés, vous savez quoi? On ne l'utilisera plus. Dans 25 ans, vous croyez que le trafic automobile, on va garder encore un tel aspirateur à voiture pour rentrer et sortir de Bruxelles? Exclusivement pour les acteurs, on n'aura pas encore enclenché de solutions alternatives suffisantes. Ça veut dire que si vous arrivez à la tête de c'est quand même questionnant. Si vous arrivez à la tête de la région Alain Marron, vous remettez en cause la rénovation du tunnel. Non, il est en route. Il est en route, le tunnel Léopold II. Les contrats sont là, etc. Non, on a contesté cette décision parce qu'une décision aurait pu être, comme le viaduc Reyers, de dire, OK, c'est quoi les solutions alternatives? Comment est-ce que progressivement on fait un phasing out, donc une sortie du tunnel, sans devoir investir 500 millions, mais en mettant en route des alternatives, des transports en commun de surface, je veux dire, on peut mettre des choses sur la surface, hein. Il y a de la place en fait, hein. Il y a tout à fait moyen de faire rouler des transports en commun, a fortiori si on ferme progressivement le métro les entrées et sorties. Il y a déjà un métro à cet endroit-là, hein. De Simonis-Saint-Rogier, il y a un métro, donc il est déjà là le métro. Mais l'idée de François Skepmans de le prolonger, le métro quand je dis nord prolonger le métro, et métro sud. Parce que là on avance quand même, et le fédéral intervient dans le financement de la rénovation et de la prolongation du métro. Pour le sud, c'est une étude, on peut envisager qu'il y ait des passages souterrains et qu'il y ait des déplacements en surface. Donc il faut réfléchir à la mobilité à la fois sur le métro, sur les transports publics, et comme on le dit aujourd'hui, il faut que tous les usagers soient protégés, et c'est une question aussi de qualité de vie pour les Bruxellois aujourd'hui, parce que peut-être que dans 25 ans, les tunnels seront moins utilisés, on le souhaite tous, mais en attendant, eh bien, la région bruxelloise doit se développer. Et je pense que l'absence de mobilité est véritablement un handicap à son développement économique. Moi, je suis très heureux de voir que le MR maintenant s'investit en faveur des transports publics, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas méga clair, mais j'entends maintenant leur engagement très volontaire en faveur des transports publics. Je m'en réjouis vraiment. Tout le monde a l'air de s'engager, même les partis de la majorité. Je doute parfois un petit peu de la sincérité réelle des uns et des autres, surtout quand je vois les options qu'ils mettent sur la table. Mais soit, notre objectif est très clair, c'est que dans 10 ans, les solutions de mobilité offertes aux Bruxelloises et aux Bruxellois leur permettent plus massivement de se passer de leur voiture. Pour nous, c'est ça l'objectif, quel que soit le moyen, que ce soit du tram de surface, du REB, donc des lignes de train qui soient améliorées, un train tous les quarts d'heure sur les lignes, etc., ou du métro là où c'est strictement nécessaire, sauf que malheureusement, à une raison de 10 ans, c'est difficile à construire. Nous, tous les moyens sont bons, en fait. Mais ce qu'on veut, c'est du résultat, et on viendra sur la table avec des propositions concrètes. Si on est amené à rentrer en majorité, à rentrer en négociation à la région bruxelloise, c'est un objectif prioritaire. François Skepmans, qu'est-ce que vous répondez à cet appel finalement d'écolo dans la majorité? Est-ce que vous êtes prêt à mettre la mobilité en priorité si jamais vous êtes au pouvoir avec écolo? Absolument, la mobilité c'est une priorité qui est partagée, et je pense que c'est un des échecs les plus cinglants de la région bruxelloise. Même Charles Piquet l'a signifié dans un article en disant que sur la mobilité, la région avait véritablement raté son parcours. Donc, mais il y a moyen de s'entendre entre écolo et maire, les points de vue n'ont pas l'air toujours quand même allant vers le même sens, dans le même sens. Je pense qu'il y a une évolution qui est importante, à savoir que
le MR est un adepte du métro, mais il y a différentes formes. Comme je l'ai dit, par exemple, dans les nouvelles études que nous faisons, ce n'est pas nécessairement tout au métro. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait des transports publics qui soient disponibles, qui soient réguliers, qu'il y ait aussi des parkings de dissuasion et qu'on incite les usagers à les occuper. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du confort, qu'il y ait de l'efficacité, qu'il y ait de la rapidité. Voilà. Okay. Quand ces trois objectifs seront atteints, je pense que tous les Bruxellois seront favorables au transport public. Eh bien, ce n'est que le début de la campagne, on verra plus tard. Les coups de cœur à présent. Et on commence avec vous, Hamza. Hamza, hein, vous allez nous parler, vous, de quoi? Oui, d'une revue littéraire, nouvelle revue littéraire qui s'appelle Sabir, qui vient d'être lancée par un collectif de jeunes écrivaines, et qui se veut, entre guillemets, de recréer des œuvres littéraires contemporaines, notamment avec, il y a beaucoup de membres dedans, dont notamment Victoire de Changy, Maud Marie, qui sont des excellentes écrivaines, des poétesses incroyables. À lire cette nouvelle. À lire. Sabir, c'est une revue belge littéraire, donc qu'il faut encourager d'autant plus dans le paysage journalistique. Alors, Salma, elle encourage une pièce de théâtre. Oui, qui s'appelle Sois forte et tais-toi, qui sortira à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, donc 7, 8, 9 mars à Molenbeek, à l'épicerie chez Rachel Hanout. Et donc, c'est l'occasion de revenir sur deux clichés dans lesquels sont enfermées les femmes musulmanes de manière générale. D'un côté, avec l'injonction d'être forte en rébellion contre un modèle masculin oppresseur, c'est-à-dire que toutes les femmes musulmanes ont un père, un frère qui les étrangle, c'est absolument un gros cliché. Et puis de l'autre côté... C'est pas vrai, en fait. Évidemment que ce n'est pas vrai. Mais bon, voilà, c'est quand même le cliché. On attend d'une femme... Jean-Jacques, on attend quand même de la femme musulmane qu'elle soit en rébellion contre ce modèle, et de l'autre côté, auprès de sa communauté, elle est censée être ou dedans ou dehors. Et donc c'est un cliché qui oppresse beaucoup les femmes, et donc cette pièce a été écrite par une femme, et c'est la parole, et donc c'est exprimé par des femmes aussi par rapport à ces différents clichés. Allez, il faut laisser la parole à un homme maintenant, Pascal Vrébos, pour nous parler d'un théâtre. Mais oui, c'est un théâtre que la ministre Gréauly avait tué, le théâtre de la Valette à Ytre. Juste en dehors de Bruxelles. Oui, justement, les Bruxellois peuvent y aller pour prendre l'air. Et puis bon, voilà, finalement, je pense que s'est rendu compte que c'était une erreur. Et donc, c'est la résurrection du théâtre de la Valette, qui est une bonne nouvelle. Voilà, donc je voulais saluer. La mort d'un théâtre, c'est toujours finalement échec et tristesse. Bah ici, c'est un théâtre qui renaît, c'est beau. Alors, mardi, c'est le Bruxellois de l'année, il ne faut pas oublier. Hein, c'est mardi soir, ça passe sur BX1 à 20h30. On verra qui gagnera dans toutes les catégories. Suspense. Alors, merci à tous, invités, chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi, je ne présenterai pas l'interview. Ce sera Joël Milquet l'invité. Et l'intervieweur sera exceptionnellement Stéphane Rosenblatt. D'ici là, bon week-end à tous.